D'abord, je veux dire que 20 ans, c'est encore peu. Hein. C'est à peine 2 ans de plus que la majorité légale. Mais c'est encore un âge où on doit apprendre de ses collègues et des anciens. Alors, notre table ronde est faite pour justement cette phase. Essayons d'apprendre de ce qui a pu se passer dans les années antérieures. Alors, ce qu'on va travailler, c'est évidemment complémentaire de l'admirable panorama que nous a présenté ce matin François Gérard. Alors, moi, il se trouve que si je suis là, c'est parce que en 1994, j'ai fait le voyage de Yokohama avec Paul-Henri Bourrelier pour la conférence de la décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles des Nations Unies. Alors, c'était juste après Rio 92, et donc l'insertion de la gestion des catastrophes naturelles dans la construction du développement durable. Ensuite, j'ai retrouvé la lettre de Paul-Henri Bourrelier qui, le 22 janvier 1997, me transmettait le rapport provisoire de l'instance qu'il avait présidé sur l'évaluation des politiques de prévention des catastrophes naturelles. Et j'ai retrouvé d'ailleurs la contribution que j'avais faite moi-même le 4 octobre 1995, en insistant sur les enjeux de la prévention. C'est l'expérience passée qui fonde la politique. Attention, acceptons-nous de modifier la nature, renouveler la responsabilité des particuliers, la culture du risque, la responsabilité des collectivités territoriales, etc. Et il faut alimenter les acteurs. Bon, bref. Donc voilà tout un passé. Alors, en même temps, il y avait la création d'un secrétaire d'État à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, Haroun Tazieff en 1984. On se rappelle de la célèbre polémique avec Claude Allègre. Gérard Renon en 1988. Ensuite, c'est Brice Lalonde qui a intégré cette responsabilité au sein du ministère de l'Environnement. Mais il ne s'est pas rien passé dans ces années-là. Alors en parallèle, la recherche française s'organisait, j'étais à ce moment-là dans le coup. Et les experts impliqués dans tous ces événements se sont retrouvés à la création de la FPCN, Paul-Henri Bourrelier, Guy de Neubourg, qu'on aurait pu entendre là tout à l'heure, Philippe Mazure, et la regrettée Bernadette Devancey, et puis j'en oublie certainement, qui ont transposé dans une logique associative la dimension multi-acteurs indispensable à la construction d'une prévention des risques. Depuis le citoyen, ses associations et les pouvoirs publics. Et on m'a cité l'ouvrage que je n'avais pas découvert à l'époque, mais etc. L'ouvrage Catastrophes naturelles, le grand cafouillage, publié en 2000, écrit par Paul-Henri Bourrelier, Guy de Neubourg et Bernadette Devancey. Et Philippe Mazure a déposé les statuts, je crois, en 2000 ou 2001. Alors, avant de présenter cette table ronde, je voudrais rendre hommage à Philippe Huette, qui devait intervenir cet après-midi, qui est décédé en juillet dernier. Et c'était un ami. C'est lui qui m'avait sollicité pour lui succéder comme vice-président délégué de notre association. Nous le regrettons tous beaucoup par sa clairvoyance et son sens de l'amitié, mais vous verrez dans le livre blanc, pas le livre blanc, le livre d'or, pardon, il n'est pas blanc, il est d'or, c'est encore mieux, un hommage qui lui est rendu. Alors, à nous de voir dans cette table ronde quelques événements du passé et ce que cela autorise pour le futur. 20 ans, c'est le temps pour apprendre du passé. Alors, on va le faire avec 3 intervenants, 2 qui sont impliqués dans la gouvernance de la FPCN, que j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir l'une à ma droite, l'autre à ma gauche, et un 3e qui est, non pas dans les cieux, mais dans les nuages, qui est Jean-Baptiste Migraine, qui intervient par visioconférence interposée depuis Genève. Jean-Baptiste Migraine, chef de l'organisation
chef de service à l'Organisation météorologique mondiale et qui a été ancien chargé de mission internationale au secrétariat de la FPCN quand j'en étais le vice-président délégué, avec Philippe Boulet, honneur leur soit rendu, qui va aborder les pistes ouvertes vers l'Europe et le monde, hein, pour apprendre des autres et pour porter l'expertise française. Et puis, avec Roland Nussbaum, il ne faut plus présenter, mais enfin quand même, je rappelle qu'il est notre secrétaire général, ancien directeur de la mission risque naturel et détaché à mi-temps à la gouvernance de la FPCN par la FFA, quelque chose comme ça. Et avec lui, nous allons voir comment la FPCN a lancé un certain nombre d'actions pour améliorer l'intelligence collective sur les risques de catastrophe. L'intelligence collective, faire en sorte que nous finissions par croire ce que nous savons. Donc, essayer de savoir, et puis comment croire ce que nous savons. Et puis enfin, avec Anne-Marie Levrault, qui est ingénieure générale des ponts et des eaux-forêts honoraire, comme je le suis, animatrice d'activité à la FPCN depuis de nombreuses années, et depuis peu, donc, notre déléguée générale. Et on évoquera cette transition clé qui a déjà été esquissée par François Gérard ce matin, le passage qui, de mon point de vue, est très significatif de la prévention des catastrophes naturelles à la réduction des risques de catastrophes. On a eu quelques mots tout à fait, j'ai repéré quelques mots dans le passé excellents, très clés là-dessus. Alors, voilà, chaque fois, ils essaieront de nous dire, à la fois ce qu'ils considèrent comme essentiel dans ce qui s'est passé dans le passé, mais qu'est-ce que ça nous dit pour le futur? Voilà. Alors, pas de film là? C'est bon? Est-ce que le film peut être diffusé? Mon micro est désactivé. Est-ce que vous m'entendez à la régie? Est-ce que le film peut être activé? Vous m'entendez à la régie? Dit Myriam. Non? Vous entendez? Alors? Donc alors, il me faut Jean-Baptiste Migraine à Genève. Est-ce que vous m'entendez? Jean-Baptiste, on t'entend, formidable. À toi alors, pour 6 minutes si possible. Hein? Parfait, mais je suis très déçu de ne pas avoir pu venir vous rejoindre à Paris, mais ça me donne comme ça la chance et le privilège de ne pas avoir à mettre de masque. J'en profite. Et donc, comme tu l'as indiqué, moi j'ai rejoint la FPCN à son mi-parcours en 2009 pour appuyer les relations internationales qui étaient donc sous la responsabilité de Philippe Boulet. À l'époque, c'était la présidence française du réseau européen des plateformes nationales qui avait été initiée avec les Allemands, les Suisses et auquel les Polonais et les Tchèques s'étaient joints un peu plus tard. Et je voulais juste faire du lien avec, déjà avec le présent, avant d'arriver au futur. La France, l'Allemagne et la Suisse sont actuellement toujours très étroitement associés, notamment sur l'initiative CRUISE qui a été mise en place à la COP 21 au moment de la présidence française de la COP et de l'accord de Paris. Et donc ces trois alliés, France, Allemagne et Suisse, voilà, sont les trois principaux contributeurs à cette initiative CRUISE qui appuie les pays moins avancés et les petits États insulaires en développement pour tout ce qui est alerte précoce, alerte rapide et alerte multirisque. Je vais essayer de partager comme ça, je ne sais pas si vous voyez là, une petite diapo. Mais donc le réseau européen, donc c'était vraiment le... On ne la voit pas encore. C'est pas si grave. Bon, vas-y, commente. C'était vraiment voilà, ce qui a permis aux différentes plateformes nationales de travailler ensemble finalement au-delà
des relations gouvernementales, puisque certaines des plateformes n'étaient pas 100% gouvernementales. Elles avaient une existence comme la FPCN associative. Les Allemands et les Suisses avaient aussi un statut un peu mixte, appuyé par le gouvernement, mais qui rassemblait la société civile. Et donc, c'était vraiment une collaboration qui a été très bénéfique pour la réduction des risques, puisque ça complétait tout ce que faisait UNISDR à l'époque, qui s'appelle maintenant UNDRR, pour vraiment associer tous les acteurs de la prévention des risques sur des projets communs. Et donc, au-delà de Cruz, voilà, ce que j'aimerais, moi, suggérer pour l'avenir, c'est qu'en fait, un certain nombre de partenaires de la FPCN ont aussi beaucoup d'actions à l'international. Donc, moi, je suis aux Nations Unies, au secrétariat de l'Organisation météorologique mondiale. On travaille avec les services météo du monde entier, y compris Météo France. Et on associe Météo France à un certain nombre de projets, justement, en Afrique de l'Ouest, dans le sud-ouest de l'océan Indien et dans les Caraïbes. Et donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, en fait, pour faire travailler les différents membres de la FPCN en réseau, déjà en se basant sur les mandats et les contrats qu'ils ont actuellement. Un autre exemple, c'est INRAE, qui est aussi membre de la FPCN et qui appuie la prévention des inondations actuellement en Afrique de l'Ouest pour les projets Cruz. Il y a tout un tas d'acteurs, voilà, de la FPCN qui, un petit peu comme ça avait été fait il y a 10 ans, qui pourraient faire avancer la réduction des risques à l'international, pas uniquement à travers son volet gouvernemental qui est géré par UNDRA, mais aussi sur le développement d'outils concrets et de solutions vraiment qui peuvent être mises en œuvre dans tous ces pays. Et sinon, pour le futur, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir comment on pourrait s'appuyer sur la délégation des fonctionnaires internationaux du ministère du MEAE, qui promeut la présence des Français dans les organisations internationales, et sur Expertise France, qui appuie aussi la mobilisation de l'expertise française dans les projets de coopération. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment un certain nombre d'opportunités pour la suite de travailler à la fois en utilisant le UNDRR qui a mis en place un site d'échange d'informations, Prevention Web, sur lequel la FPCN avait à l'époque publié quelques éléments, et donc d'utiliser Prevention Web pour faire connaître les bonnes pratiques françaises et d'utiliser les différents réseaux pour faire du travail plus concret au niveau des pays. Je ne sais pas si Philippe veut ajouter quelques points additionnels, puisque moi, je n'étais que le chargé de mission pour faire avancer un agenda que Philippe avait à l'époque mis en place et qu'il a appuyé. Mais on voit bien là ta modestie, c'est très bien, mais j'aperçois Philippe qui me fait non du doigt là. Voilà, tu vois. Pour Philippe, tu dis les choses très bien. Alors, je voudrais rajouter une question, moi. Tu as beaucoup mis l'accent, là, dans tout ce que tu viens de dire, sur la place de l'expertise française à l'international. Est-ce que tu peux nous dire l'autre versant, qui est comment la FPCN a appris ou peut apprendre de sa fréquentation du monde? Les trois, là, que tu as évoqués, l'Allemagne et la Suisse avec la France, nous ont montré qu'il y avait d'autres modèles que celui que l'on essayait de mettre en place en France. Mais
Et qu'est-ce qu'on a appris aussi de la fréquentation avec le monde, et en particulier avec l'OMM? Moi, je me rappelle d'une session remarquable à Chisinau, hein, en Moldavie, qui s'est terminée d'ailleurs par un repas que malheureusement on ne peut pas atteindre ce niveau-là à Paris, hein, dans les caves, l'ensemble des caves autour de Chisinau. Enfin bon, c'est remarquable. Mais bref, on avait quand même beaucoup appris de cela. Vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette dimension, j'apprends, de la fréquentation internationale? Je pense que le meilleur exemple, c'était le projet qu'on avait justement initié en 2010 avec les Allemands, les Polonais, les Tchèques et ce qui s'appelait Rex Integrated, où justement les différents pays européens, grâce à leur plateforme nationale, avaient pu comparer les méthodologies et les expériences de retour d'expérience suite aux catastrophes. Et le fait d'avoir pu comparer les différentes approches, ça avait justement permis à la fois à la France, mais aussi aux autres pays d'affiner un peu son approche. Au niveau européen, clairement, ça fait plus de 10 ans maintenant que les pays partagent leur système d'alerte sur la plateforme Météo Alarme. Ça permet aussi de se rendre compte parfois quand il y a des incohérences au niveau des frontières, de se demander pourquoi les couleurs ne sont pas les mêmes de part et d'autre d'une frontière, et puis d'harmoniser, d'améliorer. Et il y a eu beaucoup d'évolutions grâce à ce système Météo Alarme européen. Et après, au niveau global, clairement, l'expertise française, elle est très utile pour les pays en développement qui veulent améliorer leur gestion de catastrophes. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à chaque fois qu'un expert français va travailler à l'étranger, il revient aussi avec énormément d'idées nouvelles. Et c'est extrêmement enrichissant, et je pense que c'est la raison principale pour laquelle les partenaires de la FPCN, qui sont notamment Météo France, INRAE, et bon, j'en ai cité 3, mais l'IPGP, le BRGM ont aussi beaucoup d'activités à l'international. À chaque fois qu'un expert va à l'extérieur et revient, il revient avec des nouvelles idées, une nouvelle dynamique, qui est autant bénéfique pour la France que pour le pays qui reçoit l'appui. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Il y aura un temps de questions après les interventions, mais Philippe Boulet veut dire un mot. À toi, Philippe. Ça marche, oui. Oui, merci Jean-Baptiste, parce que c'était très bien tout ce qu'il a dit. Je voulais juste ajouter quelque chose qui s'est produit un peu peut-être après même qu'il soit parti, c'est que, à part le NNP, c'est-à-dire le groupe qu'on avait fait avec les Suisses et les Allemands, etc., l'UNDRR a créé un groupe qui s'appelle le FDRR, qui est l'union de toutes les plateformes nationales. Bon. Le problème que nous avions, enfin, à ce moment-là, c'est que c'était une réunion géographique. C'est-à-dire que la Russie, par exemple, en faisait partie. Et que c'était donc un peu un problème de savoir comment on allait travailler dans tout cela. Et en général, les pays qu'il a mentionnés, on a toujours travaillé ensemble avec une même vue sur ce qu'il fallait faire. Voilà. Merci Philippe pour cet apport complémentaire. On va passer maintenant au deuxième temps de cette table ronde avec Roland Nussbaum, que j'ai déjà présenté, et qui va nous dire qu'est-ce que la FPCN a pu faire pour l'intelligence collective sur la prévention sur les catastrophes naturelles et ce qu'on peut en tirer pour le futur. À toi, Roland. Merci Yves, bonjour à tous. Effectivement, c'est un instant d'émotion pour moi, d'autant que je remplace, avec autant d'humilité que possible, Philippe Huette, qui est devenu un ami aussi pour moi, enfin, le temps que nous sommes connus à la FPCN, et ça a été très riche, comme avec beaucoup d'autres collègues, puisque en ce qui me concerne, ces 20 ans
En fait, c'est un double anniversaire. C'est celui de la création de l'association dont je me suis occupé professionnellement pendant 20 ans et qui s'appelle la Mission Risque Naturel, a été mentionné tout à l'heure. Et puis, c'est 20 ans d'adhésion et d'implication dans la FPCN dont je vais donner quelques bribes, comme d'autres ici. Et je voulais aussi, évidemment, vous inviter à prendre plus connaissance de ce livre d'or, qu'à plusieurs bénévoles ou anciens bénévoles, on a contribué de constituer. Et je vais me concentrer, comme la commande le prévoit, sur un sujet effectivement totalement d'actualité, plus que jamais d'actualité, puisque la construction d'intelligence collective, c'est sans doute le challenge sous-jacent à tout ce qui a été évoqué comme perspective du futur proche pour la FPCN. La FPCN, source de valeur ajoutée associative et sociétale, ce qu'elle a en fait déjà été, ce que je vais essayer de démontrer à travers 3 illustrations d'inégale importance dans le développement, alors qu'on pourrait consacrer à chacune un colloque entier. Mon premier niveau, c'est un niveau un peu individuel, celui qui intéresse l'adhésion, ô combien importante, pour ceux qui ont contribué à faire des adhésions et les adhérents nouveaux qu'on a ainsi parmi nous. C'est ce que j'appellerais le compagnonnage et la fertilisation croisée, dont on n'aura pas le temps de développer l'explication. On fait juste un balayage, mais ça, c'est donc une contribution déterminante pour l'individu en tant que membre et pour l'enrichissement donc entre membres, et voire au-delà, ce qu'on va voir dans le deuxième temps, que j'appelle les actions de sensibilisation, information et plaidoyer. Alors ça peut paraître très techno, c'est tellement techno que c'est dans la convention de participation, la convention pluriannuelle par objectif de la FPCN depuis longtemps. C'est comme ça qu'on désigne l'action de la FPCN. Sensibilisation, information et plaidoyer. Vous constaterez qu'il n'y a pas de formation. La FPCN n'est pas un organisme de formation enregistré à la préfecture, comme beaucoup de ses membres. Et l'objet de ce colloque n'est peut-être pas de statuer là-dessus non plus. C'est quelque chose qui est venu pour entourer cette action collective, et donc ça bénéficie aux groupes de professionnels intéressés, qu'ils soient dedans ou dehors. Je vais donner des exemples. Et à ces associatifs de écosystèmes, à travers lesquels le bénéfice ultime doit intervenir, c'est-à-dire le fait de toucher le grand public ou les gens qui ont été cités dans l'introduction, entre autres par Stéphane Péné cet après-midi. Donc, si je prends le premier des thèmes, très rapidement, donc sans chercher à fournir les définitions, mais on les trouvera facilement sur Internet. Il y en a une, c'est très, très banal, compagnonnage. Fertilisation croisée, c'est un petit peu plus... c'est même plus... je pense que les deux ont une origine française dans notre histoire, mais peut-être plus récente. La fertilisation croisée, ça a été créé par encore un ingénieur, qui avait une certaine vision humaniste, qui est aussi décédé cet été. C'est un ancien directeur de l'école des mines, le nom m'échappe à l'instant, mais il n'est pas dans mes notes, mais ceci a été réalisé combien de fois? Personnellement, je peux dire que j'ai vécu ça à plein. Je venais de mon secteur, l'assurance, avec mon profil, et j'ai vu des gens, beaucoup de tels les deux ici présents à cette tribune, les vice-présidents délégués issus de parcours dans la haute fonction publique, et donc le travail ensemble, c'est un compagnonnage, et c'est même une fertilisation croisée. C'est Pierre Lafitte dont je cherchais le nom tout à l'heure. Et ceci, donc, ça s'est fait en ce qui me concerne, tant par l'implication au niveau professionnel que j'ai eu depuis le départ, donc en tant que directeur de la mission Risque Naturel. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés plusieurs fois dans cet auditorium pour beaucoup de rendez-vous qui marquent, mais pas que dans la logistique, et aussi dans le niveau personnel, qui fait que je me trouve associé donc à la gouvernance de l'association en tant qu'investissement additionnel, si on peut dire, à l'investissement professionnel. Et donc je pense que c'est un domaine où, comme dans toute association, il ne tient qu'à les successeurs de contribuer aussi à pérenniser ces expériences humaines qui sont profitables
à tout un chacun. Le deuxième niveau, qui serait très long au développement, donc cette sensibilisation, information, plaidoyer, ça peut concerner des actions intraprofessionnelles. C'est celle dont, avec Yves, on s'était ému pour y avoir été associé, hein, quand il s'est agi à la demande d'associations ou de structures, d'ordre, de magistrats, de commissaires enquêteurs ou de journalistes, de leur dispenser justement une information, sensibilisation, hein, pour un accès aux problématiques de ce secteur sans phare. Et c'est quelque chose qui a constitué des succès, même si on n'a pas pu autant que souhaité les multiplier au fil des années. Le deuxième type, c'est ce que j'appelle les actions interassociations. Hein, les associations apprennent aux associations, et ça, on avait une personne extraordinaire dans ce domaine, qui est Bernadette Devancé, hein, qui a créé la relation avec des associations de sinistrés et qui a travaillé avec celles-ci, hein, dans vraiment une création de richesse justement associative, et qui fait qu'encore aujourd'hui, nous avons de telles associations membres de la FPCN, hein, et notamment l'UNALCI, qui est leur fédération nationale. Et dans cette logique interassociative, il faut évidemment citer tout ce qui a pu être fait entre associations, les sociétés savantes, les associations territoriales, on a vu la NEB à l'instant, hein, mais aussi avec des associations publiques, et je citerai un exemple avec le CEREMA. Et enfin, actuellement, depuis la nouvelle ère des webinaires, on a lancé des opérations de type cycle de webinaires, par exemple sur l'expertise française à l'international. Et alors le dernier champ, c'est celui aussi très fort de l'intersectoriel, dans le sens où on crée on crée ex nihilo tout un environnement de collaboration. Et j'ai l'impression que le chantier sur la culture du risque pourrait relever de cela, hein, mais on a des exemples très anciens, puisque dès 2002-2003, on a fait un colloque au Sénat et un livre blanc l'année d'après sur le partage de l'information géographique sur le risque avec une association partenaire, Afigéo. Hein. Il y a des personnes, je ne sais pas si Paul Baron est là, il avait indiqué qu'il serait là, mais parmi nos anciens, hein, ainsi que Philippe Huette, Gérard Bougnot, qui s'en était qui s'était associé à cela, et on peut dire qu'on a été précurseur de d'abord du livre blanc qui nous occupe actuellement, hein, c'est ce type de démarche, mais aussi précurseur d'un chantier il avait préparé ces outils là de régulation. Donc un autre chantier qu'on a pu avoir dans cet ordre avec Bernard Guézot ici présent et Philippe Huette, c'était sur l'amélioration de la gestion des secours et de la prévention des risques par les liens entre les acteurs, qui s'était tenu à Neuville-sur-Saône en 2008. Un autre aspect encore sur lequel on ne développera pas à faute de temps, c'est tout ce qui concerne justement la participation à la gouvernance concertée, qu'elle soit nationale ou territoriale, et la recrutement et la formation de représentants pour ce faire. Bon, je terminerai donc par des images qui sont peut-être l'évocation la plus... je ne sais pas si on va voir les images, je ne sais pas si je dois appuyer sur le truc. Voilà, oui, donc nous avons là, dans le domaine des activités internationales, hein, quelque chose de très concret. Vous avez ici un bout d'équipe de France devant le stand France à la Global Platform de Genève dans les années 2000, hein, et autour de la directrice, même c'était à l'époque Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques, et donc les autres, c'est l'équipe de France. Donc ça, on ne va pas dire que c'est une réalisation exclusive de la FPCN, mais son objet, c'est bien celui de constituer ce genre de PAC, hein, et aux côtés de nos voisins allemands. Il y a un collègue allemand qui est ici présent, ou suisse, ou autre. Hein, et donc un deuxième exemple, toujours concret, voilà, on est devant une université au Royaume-Uni, hein, à Newcastle upon Tyne, avec 2 membres de la délégation FPCN. Ça parle, hein, à Philippe notamment, hein, enfin on n'a pas le temps, mais donc c'est là la première fois qu'on avait en 2013 financé une délégation de jeunes chercheurs sponsorisés par la FPCN pour concourir à des concours de posters, hein, et ce schéma a été reproduit, qu'on va voir par la suite. Donc ici c'est la conférence 2019 à Nice, hein, on voit la présidente de iDream Society qui est à sa droite sur l'image et qui est sans doute sur l'image qui est quelque part dans les ondes au Japon actuellement, qui nous suit. Et donc je continue parce qu'on aurait trop à dire. Ici, dans le même esprit, c'était dans la salle à côté, ici, c'était une assemblée générale de la FPCN, où on recevait côte à côte, ici, le président de Planat, la plateforme suisse, et le président de iDream Society, enfin fondateur, Norio Okada. Ici, encore, alors on a l'impression que des fêtes, mais enfin c'est la partie festive qu'on veut montrer, hein, c'est avec un autre directeur général de la prévention des risques, hein, qui est à côté du président
sur la tribune, donc des assises des risques naturels, mais c'est pas juste, on n'est pas juste là on a développé pour cette séance 2 sessions plénières, hein, l'une sur justement les relations internationales et l'autre sur l'ONRN. Bon. Et là, justement, l'ONRN, on n'a pas tant d'images que ça. Voici l'image de la signature de l'accord ONRN dans les locaux de la DGPR avec le président du COPRNM et de la FPCN. Il était peut-être plus président du COPRNM dans cette signature, mais par la suite, il y a eu tout un développement du côté de la FPCN, puisqu'elle a été dans cette salle, intronisée, l'animateur, et cette salle était pleine, à craquer. C'était le comité des utilisateurs de l'ONRN. Et je terminerai, rassurez-vous, j'en ai pas tant que ça, mais celle-ci me semble sympathique pour montrer que la FPCN et ses relations internationales a permis ici de créer, de contribuer à un jury de thèse qui est fort sympathique. Hein. La récipiendaire est au fond, Flora Guillet. Elle illustre, à mon avis, toute la métamorphose que la FPCN doit faire, parce qu'elle a fait une thèse de gestion de risque à la mission risque naturel, hein, sur les PAPI, et sa fonction à la FPFA, c'est risque agricole, c'est risque industriel. Donc vous voyez ce que je veux dire. Il y a tout un élargissement du champ des compétences qu'elle a fait elle-même. Hein. La FPCN n'y est pour rien, bien entendu. Mais ce qu'on voit ici sur cette image, c'est Freddy Vinet, ici présent, Bill Simbieda, qui est en Californie et qui nous écoute probablement en ce moment. Il y a aussi Patrick Pigeon qui nous écoute peut-être depuis à côté de Genève. Et la toute dernière, hein, les mêmes, une partie des mêmes en tout cas, puisqu'on voit il y a une brochette de 10 récipiendaires d'un prix, hein, de jeunes chercheurs, parmi plusieurs dizaines qui étaient candidats et qui donc ont été appelés à tour de rôle pour recevoir ce prix. Et dans ces 10, il y a 3 Français qui ont été amenés, si je puis dire, par la FPCN. Hein, et dans les 3, il y en a 2 qui sont ici ou sous les ondes. C'est Clément Judec, délégué général de l'IMDR, qui est aussi donc le fruit de cette création d'intelligence collective. Merci Roland pour ce marathon, ou c'est presque plus un sprint, sur cette capacité de la FPCN à accroître l'intelligence collective. Alors, vous avez aussi compris pourquoi, à la fin de la matinée, il y a eu une photo. Il s'agit d'alimenter le livre d'or de 2031. Je donne la parole donc maintenant à Anne-Marie Levrault, qu'on ne présente plus, et qui va donc essayer de nous faire comprendre la profondeur du sens de ce passage de la prévention à la gestion des risques de catastrophe. Oui, merci Yves. Alors, je m'excuse par avance auprès des personnes qui étaient là ce matin, parce qu'effectivement, je vais reprendre pour partie des propos que François Gérard a développés. Mais enfin, comme on dit, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, finalement, ce n'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, donc, effectivement, passer de la prévention à la réduction des risques de catastrophe. Moi, je souhaiterais, pour commencer, rappeler quelques définitions qui vont de soi pour les spécialistes, mais quand même, c'est intéressant pour la suite. Alors, un risque, c'est le croisement d'aléas, bon, plus ou moins fréquents, et d'enjeux plus ou moins vulnérables. Donc, sans enjeux concernés, pas de risque. La prévention, il y a beaucoup de définitions en ligne. Hein. J'en ai retenu une du Centre national de ressources textuelles et lexicales du CNRS, qui est l'ensemble des mesures destinées à éviter un événement qu'on peut prévoir et dont on pense qu'il entraînerait un dommage pour l'individu ou la collectivité. Et enfin, la catastrophe, selon l'ISDR, il s'agit de la rupture grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société impliquant d'importants impacts et pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales. Le décor est posé et donc maintenant essayons de répondre à la question. Alors, les études historiques montrent qu'en France, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les sociétés considéraient les catastrophes comme des fatalités. François l'a brillamment illustré ce matin. Et donc, ces sociétés s'en remettaient à la protection divine. À partir du milieu du XIXe siècle, toujours en France, on essaye de réduire l'aléa, ou tout au moins sa fréquence, par des ouvrages de protection. Donc, après les grandes inondations de 1856 et la loi de 1858, on cherche à protéger les villes par des digues.
Fin 19e, la création des services de restauration des terrains en montagne permet de replanter des forêts, de corriger des torrents, de créer des ouvrages par avalanche, etc. Au plan international, maintenant, pendant une grande partie du XXe siècle encore, les catastrophes naturelles ont été considérées comme des événements extérieurs qui n'avaient pas besoin d'être pris en compte dans l'analyse et la planification économique. Revenons à la France. Donc, à partir des années 80, le concept de prévention s'élargit progressivement à d'autres items que la protection. La loi de 1982 et son volet relatif au plan d'exposition aux risques qui concerne la planification, la loi de 1987 qui consacre le droit à l'information préventive sur les risques majeurs. À partir des années 90, la décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles et la conférence de Rio en 1992 font le lien entre les pertes dues aux catastrophes et le développement durable. En 2005, avec l'adoption du cadre de Hyogo par les États membres de l'ONU, la notion de réduction des risques de catastrophes est internationalement reconnue et devient une préoccupation essentielle pour les pays affectés par des catastrophes naturelles et climatiques. L'attention passe ainsi de la notion de réponse aux catastrophes à l'identification des facteurs de risque. L'attention se focalise donc sur les conséquences des catastrophes, c'est-à-dire sur les enjeux, et moins sur le seul aléa. Il est donc admis, en sous-jacent, que le risque zéro n'existe pas et qu'il importe de vivre avec le risque et d'en minimiser les conséquences potentielles. C'est bien une stratégie d'adaptation et non une stratégie de lutte. Il faut faire avec et non contre. Ça a été, je trouve, brillamment illustré ce matin par un certain nombre d'intervenants, notamment les maires. Le cadre de Sendai, adopté en 2015, couvre à la fois la prévention, mais aussi la gestion des risques, et dispose d'un champ d'application qui ne se limite pas aux risques naturels, mais englobe aussi les aléas liés à l'activité humaine. Fukushima, entre-temps, a montré qu'un risque naturel pouvait entraîner une catastrophe technologique. Le cadre de Sendai reconnaît aussi pour la première fois le rôle du changement climatique comme facteur de risque de catastrophe. Il est articulé, ce cadre, autour de cibles qui visent à réduire les pertes humaines, économiques et environnementales. Ce nouveau cadre affiche pour priorité d'assurer la résilience des sociétés par l'amélioration, la préparation et le principe de reconstruire mieux après une catastrophe. Alors, en conclusion, la réduction des risques de catastrophe concerne donc tout le cycle lié à la crise. Avant la crise, c'est-à-dire la prévention, pendant la crise, la gestion de crise, et après la crise, la reconstruction. Elle demande une réflexion sur les pertes irréversibles, ainsi qu'une approche économique du risque acceptable et acceptée. C'est une approche plus modeste, plus respectueuse de la nature, une approche plus humaine aussi, qui va chercher à préparer les populations aux catastrophes par une prise de conscience des risques encourus, la réduction de la vulnérabilité des populations exposées, l'apprentissage de comportements adaptés en cas de risque. Ceci suppose de l'éducation, de l'information, de la conscientisation, mais aussi des approches particulières des populations vulnérables, une prise en compte des aspects économiques. Réduire le risque de catastrophe, c'est, pour paraphraser Jean-Pierre Dupuy, considérer la catastrophe comme inéluctable pour mieux s'y préparer. Voilà, Président. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, après ce que tu viens de nous dire, j'ai envie de te demander, tu fais une mise en perspective jusqu'à aujourd'hui. Et demain, qu'est-ce que ça nous indique? Alors, tu nous as dit faire contre, faire avec, à partir, ou plutôt que faire avec. Enfin, faut-il faire contre ou faut-il faire avec? Il vaut mieux, enfin voilà, c'est un débat. Tout cela à partir de l'identification des facteurs de risque. Et quelle relation dans cette histoire avec ce que l'on a vu ce matin sur les comportements adaptés? Alors, faire avec, ça ne veut pas dire renoncer à faire contre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est évident que le rôle des pouvoirs publics, c'est aussi d'essayer de protéger au maximum leur population. Alors,
les pistes de progrès que j'imagine, hein, qui correspondent à ce que tu demandes, Yves, moi je pense qu'il y a un exemple qui est très très intéressant, qui est le cadre européen donné en 2007 par la directive, alors, il faut donner son nom en entier parce que je crois que c'est important, hein, relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. À mon avis, ce cadre est vraiment novateur. D'abord, il incite à une quantification et donc à une objectivation des catastrophes naturelles possibles selon plusieurs scénarios. Il demande aussi une vision prospective et surtout, il se donne comme objectif de réduire les conséquences potentielles des inondations sur la santé humaine et plus seulement sur la vie des personnes. On a abordé ce matin la question, par exemple, des dommages psychologiques, hein, voilà. L'activité économique, et pas seulement les dommages aux biens, donc une vision beaucoup plus dynamique, l'environnement et le patrimoine culturel. Donc cette directive, à mon avis, donne la perspective d'une véritable gestion intégrée du risque d'inondation qui incite à la planification, pour reprendre ce qui a été dit ce matin, de l'avant, la prévention, du pendant, la gestion de crise, et de l'après, la reconstruction. Je fais mien les propos de Christian Sommade ce matin. Et donc, je pense que ce modèle pourrait tout à fait être étendu à d'autres phénomènes. Et pour répondre à ta question, Yves, je pense que le lien de la réduction des risques de catastrophe avec les objectifs du développement durable, adoptés en 2015 par l'ONU, en fait, répond en partie à cette question. On voit bien que beaucoup d'objectifs du développement durable, finalement, qui visent malgré tout au développement humain, donc concernent les risques de catastrophe. Et donc, si on regarde ces objectifs, la bonne santé et le bien-être, l'accès à une éducation de qualité, les villes et les communautés durables et donc résilientes, la confiance envers les institutions, ce sont autant de sujets qui sont indispensables à la réduction des risques de catastrophe. Alors la culture du risque dans tout ça, bon, je crois que c'est englobé, hein, je crois qu'on l'a dit ce matin assez longuement, il faut effectivement s'appuyer sur des faits incontestables, des données qu'on puisse critiquer, une éducation scientifique, environnementale, une connaissance des territoires et puis une conscientisation, c'est-à-dire une pratique effective, parce que la catastrophe, avant qu'elle n'arrive, elle reste très théorique. Merci beaucoup Anne-Marie pour à la fois cette perspective, ce retour sur le passé et cette mise en perspective. Alors, je ne sais pas, il y en a un moment qui me demandait c'est quoi ce que tu as là au rebord de ta veste, là, ce truc. Est-ce que c'est LGBT? Est-ce que c'est un nouveau parti politique, etc. C'est le logo du MIC mondial, hein, sur les 17 objectifs de développement durable. Alors voilà, j'en profite et je crois que c'est effectivement très important de chercher à s'appuyer dans nos travaux. C'est quelquefois un peu austère, on peut trouver que quelquefois pas assez, c'est pas toujours très 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 sexy, mais ces ODD, ils ont été approuvés par l'ensemble des pays du monde, quoi. Hein, quand moi je suis en négociation avec l'Algérie, avec la Guinée ou avec d'autres, on est sur la même ligne, celle des objectifs de développement durable. Voilà. 3 questions. Oui, nous avons la possibilité de passer le film. Ah, alors si passons le voilà, film. Et puis, donc, réservez vos questions. 3 questions après. Réfléchissez à vos questions pendant le film. IDRIM à Nice en 2019, où finalement, alors deux acteurs de la FPCN, Roland Nussbaum et Myriam Merad, ont particulièrement œuvré à accueillir ce séminaire international sur la zone de défense sud. Donc c'est vrai que du coup ça a facilité pour moi mon implication tant sur l'organisation que sur la participation et l'intervention au sein de ce séminaire. Et ça symbolisait vraiment le rayonnement de l'association alors à l'international, au niveau national. Ça a permis de fédérer, de refaire venir pas mal d'acteurs, de faire connaître également l'association, son dynamisme et de montrer voilà, toute la richesse du savoir-faire français en matière de réduction des catastrophes naturelles. Donc c'était assez exemplaire en ce sens et on était vraiment là dans la mobilisation d'un réseau aussi au national et à l'international. Donc tout un symbole. Moi, la première des choses,
qui m'a, disons, intéressé et que j'ai considéré comme primordial, ça a été, disons, l'acceptation par la DRM, enfin le ministère de l'Environnement, que nous soyons leurs partenaires et qu'ils nous fournissent, disons, les moyens financiers nécessaires pour les assister en ce sens et développer la FPCN en tant que, disons, partenaire ami, si je puis dire, dans l'exercice des actions de la prévention des risques naturels. Voilà. Ça a été vraiment, pour moi, disons, un premier aboutissement de nos démarches. Bon souvenir, je vais vous dire, c'était les réunions internationales qu'on a faites. On a fait une réunion internationale sur les catastrophes aux États-Unis, enfin, et puis on a fait une réunion internationale qui était intéressante, qui était sur la façon, quel était le lien en Europe entre les organismes de réponse, enfin sécurité civile et autres, et les organismes de prévention. J'ai particulièrement en mémoire la conférence RISC-UE qui a été organisée par la FPCN à la demande du ministère de l'Environnement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne en 2008 et qui était intitulée du défi des catastrophes du passé au défi du changement climatique. C'est une conférence qui s'est tenue à Paris en novembre 2008 et qui a réuni un certain nombre de personnalités de tous les pays d'Europe, notamment, que ce soit également la Commission européenne et bien évidemment l'ONU. C'était un grand succès. Voilà. Merci bien. Donc maintenant, 2-3 questions avant que je dise 2-3 mots en conclusion. Alors, y a-t-il des questions? Je pense que vous avez tous eu le temps de réfléchir. Voilà. Y a-t-il des questions? Une question, là-bas. Une. Y en a-t-il une deuxième? Y a-t-il des questions aussi en distanciel? Ah oui, merci. Pas pour l'instant. Bon. Y a-t-il une deuxième question? Autrement, on passera tout de suite à la conclusion. Mais, oui. Oui, Philippe Quevillier, Commission européenne. J'ai beaucoup apprécié la référence à la gestion intégrée des inondations avec la directive de 2007. J'ai travaillé beaucoup sur la directive 4 sur l'eau à la DG Environnement. Il faudrait souligner qu'en fait, au-delà de la directive inondation, il faut souligner la planification de la directive 4 sur l'eau qui établit effectivement des plans de gestion des réseaux hydrographiques sur 6 ans, qui est très importante parce qu'elle impose la participation du public. Elle impose aussi le fait que les avancées scientifiques soient prises en compte dans les planifications ultérieures. Alors on aborde maintenant le 3e plan de gestion et la directive inondation, finalement, a pris le pas sur cette planification. Alors c'est très efficace sur le papier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors je vais pas autocritiquer entre guillemets la Commission européenne, mais c'est très, disons que la mise en œuvre est encore relativement problématique. Si on en croit par exemple les événements qui ont eu lieu au Luxembourg, Belgique et Allemagne cet été, sur le transfert justement des connaissances et des applications, je dirais, de la directive sur le plan local. Donc la transmission des informations. Donc là ici on parle de gouvernance. Et en termes de recherche, programmation recherche, c'est quelque chose dont on va tenir compte à l'avenir dans le programme Horizon Europe, parce que c'est là où ça pêche. Les connaissances sont là, mais la gouvernance en termes de mise en œuvre sur le plan local pêche encore beaucoup. Voilà. Oui. Je pense que en France, la démarche qui a été adoptée pour la mise en œuvre de la directive inondation, qui s'appuie sur des stratégies locales de gestion des risques inondation, qui, dans la mesure du possible, sont pilotées par des collectivités territoriales. Enfin, je pense que le CEPRI qui est dans la salle pourrait sans doute avoir un point de vue beaucoup plus actuel et beaucoup plus précis que moi, permet finalement... je pense, d'être plus proche du terrain, de la réalité, que peut-être, je ne connais pas la façon dont l'Allemagne ou la Belgique ont transposé cette directive, mais je crois qu'il y a un vrai sujet